Le Forex, c'est un marché qui est ouvert et actif 24 heures sur 24 de l'heure d'ouverture. Donc généralement, la séance, elle débute dimanche soir avec l'Asie. Donc session Asie-Pacifique à l'heure de fermeture à New York, vendredi soir, puisque effectivement durant le week-end, le samedi, le dimanche, il y a beaucoup moins de volume pour des raisons évidentes. Les salles de marché de la planète sont fermées. Alors il y a certaines cotations, etc. Mais la liquidité n'est pas là et il vaut mieux, je vous le conseille vivement, ne pas trader le week-end. Alors à tout moment, en fonction du fuseau horaire, on a plusieurs places financières internationales comme Sydney, Tokyo ou Londres qui sont ouvertes et leurs salles de marché tradent activement sur le Forex. Alors encore une fois, on voit bien que c'est un marché continu. C'est-à-dire que la séance débute en Asie, elle se poursuit en Europe et elle se termine dans les Amériques, donc États-Unis, Canada, etc. Introduction générale. Donc contrairement aux futurs, les futurs sont des produits dérivés, je vais les présenter par la suite dans un cours dédié aux futurs. Donc contrairement aux futurs et aux actions, vous le savez tous, sur les futurs et les actions, on a des marchés organisés. Comme par exemple sur les futurs, vous avez tous entendu parler de l'Eurex. Vous avez tous entendu parler également du CME, le Chicago Mercantile Exchange, du CBOT, du Chicago Board of Trade, donc des gros marchés régulés et qui justement vont vérifier les transactions entre les acheteurs et les vendeurs, vont également faire ou demander des appels de marge, etc. Bref, il y a une surveillance étroite des transactions. Ce n'est pas du tout le cas sur le Forex, qui est un marché dit de gré à gré. C'est-à-dire qu'effectivement, l'acheteur et le vendeur peuvent communiquer librement et se mettre d'accord sur les transactions. C'est également ce qui permet de comprendre pourquoi c'est un marché très très important. Et c'est un marché dit interbancaire. Donc généralement les banques, elles vont s'échanger donc des devises les unes les autres. Et donc effectivement, moi je suis une banque, j'ai envie d'acheter du dollar, je vais contacter les principales banques de la place et à partir de là, je vais essayer d'obtenir une cotation. Donc les transactions se font librement de l'acheteur au vendeur. C'est un marché interbancaire qui a justement fortement évolué ces dernières années. Le Forex, c'est le marché le plus financier, le marché financier le plus important en matière de volume. Les chiffres sont là pour le rappeler. On a plus de 4000 milliards de dollars de transactions tous les jours. Vous imaginez 4000 milliards de dollars. C'est considérable. Alors, il y a bien sûr des opérations qui ont un objectif commercial, mais on a également énormément d'opérations spéculatives. On le verra par la suite. Ce marché colossal, d'une certaine manière, il est resté inconnu du grand public et inaccessible jusqu'aux années 90. Je dirais même que son expansion auprès du grand public s'est faite dans les années 2000, la deuxième moitié des années 2000. Pourquoi? Parce que jusqu'alors, on avait les actions, on avait les futurs, on avait plein de produits pour lesquels il y avait un gros engouement et notamment avec la bulle spéculative des années 90, la bulle des valeurs technologiques. Et puis dans les années 2000, on est rentré dans une sorte de marasme, de stagnation économique, de croissance molle des pays, des principales puissances de la planète, parce qu'encore une fois, les BRIC, c'est-à-dire les pays émergents, restent avec un sentier de croissance assez important. Mais ce n'est plus le cas des pays dits développés, les PDEM, pays développés à économie de marché. Et donc à partir de là, le Forex est devenu une alternative à ces marchés classiques que sont les marchés actions, les marchés des futurs. Et à partir de là, on a eu un gros engouement, notamment du fait de la simplicité, de la facilité d'accès, des plateformes qui existent. Et étonnamment, moi je suis toujours très très action, même si j'ai une expérience du Forex, mais on peut comprendre cet engouement pour le Forex. C'est un marché beaucoup plus simple, on n'a pas besoin de connaître le bilan des entreprises, l'activité économique, etc. Il faut se focaliser sur quelques paires, les connaître, les statistiques économiques, etc. et pouvoir trader. On va étudier tout ça par la suite. Ce marché donc attire de plus en plus de particuliers et malheureusement on a plein de vendeurs de rêves
comme dans n'importe quel domaine. Et sur le Forex, on le retrouve avec effectivement des courtiers qui ne font pas des propositions correctes. On a également pas mal de systèmes magiques, etc. Ce marché, il est moins régulé que les actions et malheureusement, on voit qu'il y a encore peu de transparence. Alors, le Forex, c'est d'abord et avant tout un marché interbancaire. Alors, c'est quoi un marché interbancaire? C'est un marché entre banques. D'accord? Donc, on a des montants colossaux qui sont échangés entre les banques et la transaction minimale, elle est de l'ordre de 1 million dans la devise de référence. Le carnet de transactions représente le plus souvent les prix tradés sur le marché des interbancaires. C'est-à-dire que lorsque vous avez des cotations, vous avez les bid-ask, donc les acheteurs, les vendeurs. Les prix qui sont cotés sont généralement les prix cotés par les banques. Il faut le savoir. Dans l'enceinte du marché interbancaire, donc le Forex, le marché d'échange, s'est développé d'abord et avant tout pour faciliter les échanges entre nations. Je m'explique. Je suis une entreprise exportatrice. J'exporte depuis la France, j'exporte vers les États-Unis. Donc, et je reçois ma recette. Donc, je vais être payé en dollars. À partir de là, il faut effectivement que je prenne mes précautions, que je couvre ma position, etc. Et donc, je vais devoir recourir aux banques. Et le commerce international est ce qui explique, et le développement du commerce international, puisqu'il faut le dire, le commerce international a connu une croissance phénoménale lors des 5 dernières décennies. On a une croissance qui est bien plus importante que la croissance économique. Pourquoi? Parce qu'on a une ouverture des frontières qui est plus grande. On a une économie qui n'est plus une économie locale, mais une économie mondiale. On a des firmes qui sont des firmes multinationales, des Coca-Cola, McDonald's, etc. Bref, ces entreprises qui ne se cantonnent pas à leur marché local, mais qui sont des entreprises mondiales, tout simplement. Et donc, elles vont produire, par exemple en Asie, elles vont vendre ou elles vont recruter des personnes spécialisées dans le marketing, dans le design, dans la recherche, dans les pays développés, etc. Bref, on a une répartition du travail à l'échelle internationale et ces entreprises ont recours d'une certaine manière au marché d'échange. Donc les grandes banques commerciales finançaient les échanges internationaux via des lettres de crédit et d'acceptation bancaire. D'accord? Et ces grandes banques commerciales, aujourd'hui, on vous avez tous entendu parler de Crédit Lyonnais, par exemple, c'est une banque commerciale très importante. Eh bien, ces banques commerciales étaient naturellement les intermédiaires privilégiés des échanges de devises, parce que les entreprises passaient par ces banques pour effectuer leurs transactions sur le marché d'échange. Ces banques disposaient également d'un réseau international de filiales installées dans chaque pays pour faciliter ces transferts de devises. Et au fil des ans, avec le développement, avec également l'engouement pour le commerce, eh bien, s'est développé un marché interbancaire informel pour les échanges de devises. Comme le préfixe le suggère, le marché interbancaire, c'est d'abord et avant tout un marché entre banques. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chaque échange représente un accord entre banques d'échanger un montant consenti de devises à un taux spécifique et à une date fixe. Ce marché interbancaire, il s'est développé d'une certaine manière sans supervision gouvernementale significative. Les États n'étaient pas là, donc les banques se sont mises d'accord pour les échanges, pour les transactions, etc. Et c'est ce qui explique pourquoi ce marché reste peu réglementé à ce jour. Et c'est ce qui permet également de comprendre un petit peu les réactions de certaines associations, de certaines ONG qui expliquent que justement la finance n'est pas suffisamment régulée et qu'elle est hors d'atteinte des politiques. Donc dans la plupart des cas, mis à part les réglementations auxquelles sont soumises les banques locales ou nationales, il n'y a pas véritablement d'autorité de régulation pour le marché des changes. Les grandes banques commerciales auparavant, elles tenaient les leviers de commande en ce qui concerne les échanges de devises. C'est-à-dire qu'auparavant, elles avaient la main.
Et les banques d'investissement, les banques célèbres comme Goldman Sachs, Morgan Stanley, etc., eh bien, ces banques, elles étaient avant tout spécialisées sur le marché corporate, des entreprises, donc ce que l'on appelle les actions, les obligations. D'accord? Chacun avait sa spécialité. Mais on a effectivement vu une transformation radicale du marché et du secteur bancaire au cours des 20-30 dernières années. Et effectivement, aujourd'hui, une banque globale, une banque majeure ne peut plus être définie uniquement comme une banque commerciale ou une banque d'investissement. D'accord? Et d'ailleurs, ces banques, elles ont parfois les deux activités. Depuis plusieurs décennies, on note l'émergence d'institutions non bancaires, alors là qui viennent quelque part prendre le relais de ces banques classiques, ces banques commerciales ou ces banques d'investissement, institutions non bancaires telles que les hedge funds. Alors c'est quoi un hedge fund? C'est un fonds spéculatif et ces fonds vont justement parier sur l'évolution des devises, etc. On a vu également l'apparition des fonds de pension, des fonds mutuels au sein des marchés d'échange. Ces fonds de pension, par exemple, qui vont gérer les retraites. Auparavant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Normalement, ils n'achetaient que des actions. Mais ces fonds de pension diversifient aujourd'hui leurs investissements. C'est-à-dire que, par exemple, je vais placer pour la retraite, pour les retraites des salariés américains. Allez, on prend l'exemple des États-Unis. Supposons que ces investisseurs se disent, OK, nous, on va investir pas mal d'argent aux États-Unis, mais n'empêche que nous, on veut de la croissance. On veut du rendement. Et donc, on ne peut pas se contenter des États-Unis parce qu'effectivement, il y a beaucoup trop d'incertitudes sur les États-Unis. Qu'est-ce qu'on va faire? On va investir à l'étranger, notamment dans les pays les plus porteurs, les pays émergents, les pays où la croissance est forte. Certains pays ont une croissance qui avoisine les 10%, et donc où les rendements sont élevés. Et donc, en investissant, ils vont avoir recours au marché d'échange, et donc, quelque part, ils deviennent également des acteurs majeurs sur le marché d'échange. Le développement des marchés électroniques. Vous avez vu ces dernières années, on a beaucoup parlé des marchés électroniques, des algorithmes, Internet, etc. Bref, on a eu tout de même lors des 10 dernières années un changement radical. Et ces marchés électroniques ont également modifié la structure, la donne sur les marchés financiers en général. Le développement donc des marchés électroniques a contribué à l'expansion de ces institutions et selon une enquête de la Banque des règlements internationaux en 2010, les volumes tradés par les institutions non bancaires, c'est-à-dire les hedge funds, les fonds de pension, etc., est passé de 1300 milliards de dollars à 1900 milliards de dollars entre 2007 et 2010. Autrement dit, on voit bien que ces institutions deviennent de plus en plus importantes et ont une place prépondérante sur le marché d'échange. D'ailleurs, vous l'avez vu, certaines banques centrales s'estiment, impuissantes face à la puissance des hedge funds, etc., parce qu'ils ont une puissance de feu. Et surtout, lorsque vous avez une mutualisation, c'est-à-dire que tous les hedge funds vont dans le même sens, par exemple pour sanctionner une banque centrale ou un pays, etc., eh bien ça va très très vite et ils disposent réellement d'une puissance de feu pour le faire. Le marché interbancaire demeure donc une des principales sources de liquidité pour le marché d'échange, mais aujourd'hui, bien évidemment, on a d'autres intervenants de plus en plus importants. Le marché interbancaire est donc un marché de gré à gré, on appelle également OTC, Over the Counter. Ce qui implique que chaque transaction est un accord entre deux parties. Alors encore une fois, contrairement à un marché régulé, où sur le marché régulé, eh bien c'est l'organisation, l'institution qui va effectivement vérifier les transactions. Ici, c'est entre moi par exemple et une contrepartie. Il y a un échange, il n'y a pas forcément une autorité qui va venir, qui va surveiller nos échanges. Donc, il n'y a pas d'échange ou de garant pour les échanges. Uniquement les bilans financiers de chaque banque et bien sûr une promesse de paiement. D'ailleurs, il y a cette célèbre phrase des banquiers londoniens qui est My word is my bond. Donc, ce que je vous dis, c'est une obligation. Donc, mes propos, mes paroles sont
une obligation et donc par mes propos, par mes paroles, je m'engage à effectuer telle ou telle transaction. C'est ce qui explique également comment dirais-je, la rapidité, la puissance, également la fiabilité de ce type de marché. Les transactions sur le marché des changes sont généralement réalisées sur des plateformes telles que Reuters. Les banques d'investissement internationales majeures ont également déployé des plateformes de trading électronique pour permettre à leurs clients de contourner les salles de marché. Donc vous avez les principales banques qui ont développé des plateformes et elles vous permettent justement d'opérer, etc. sans recourir aux banques. D'accord? Et là, on voit bien une évolution sur ce type de marché. On y reviendra par la suite. Et donc effectivement, il est tout à fait possible d'effectuer ces transactions de manière électronique. Aujourd'hui, on a même le développement de places de marché électroniques, c'est-à-dire des ICN, qui vous permettent justement d'apporter de la liquidité, c'est-à-dire de vous placer sur le marché comme une banque. Donc, par exemple, je veux acheter. Au lieu d'acheter sur le marché, je vais placer un ordre d'achat à un niveau qui me convient et justement, je vais apporter de la liquidité au marché ou inversement en retirer. Cela dépend des situations. Une semaine de trading sur le marché des changes. L'ouverture de la semaine de trading, elle commence à Wellington. Donc dès dimanche soir, le centre financier de Wellington en Nouvelle-Zélande annonce le départ d'une semaine de trading. Cette ouverture, elle correspond au début d'après-midi en Amérique du Nord. Et cette ouverture du dimanche, elle représente d'une certaine manière la première opportunité de réagir aux événements du week-end. Vous savez, parfois, durant le week-end, vous avez le G20, vous avez des nouvelles assez importantes, vous avez parfois des nouvelles catastrophiques, des catastrophes naturelles, etc. Et tout ça, ça a un impact sur le marché des changes. Et donc, parfois, les intervenants, dès le dimanche, dès cette ouverture du dimanche, ils commencent justement à prendre des positions ou à se défaire de certaines positions. On a également ce que l'on appelle le gap du week-end. C'est quoi le gap du week-end? C'est un écart de cours entre la clôture de la semaine, du vendredi soir, et l'ouverture du dimanche soir. Et donc effectivement, ce gap présente un risque. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de promoteurs sur le marché des changes qui nous expliquent qu'il n'y a pas de gap. C'est-à-dire que le marché d'échange cote en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et que généralement il n'y a pas d'écart ou de gros trous. Mais dans les faits, le samedi et le dimanche, la liquidité est très faible et donc le dimanche soir, le marché va réagir par rapport à ce qui s'est passé durant le week-end. Il est donc impératif de prendre en compte ce gap du week-end et de nombreux événements inattendus peuvent avoir lieu durant cette période. Il est nécessaire également pour ceux qui font du swing trading, c'est-à-dire ceux qui ne clôturent pas leur position à la fin de la séance, d'intégrer ce risque pour leur position. Il y a encore une fois beaucoup de swing traders qui négligent cet aspect, qui se disent je peux me défaire de mes positions très rapidement puisque le marché est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est faux. Et ils peuvent effectivement se retrouver avec une grosse perte du fait de ce gap. La session Asie-Pacifique, alors elle représente 22% du volume mondial quotidien. Les principaux centres financiers sont donc Wellington, Nouvelle-Zélande, Sydney, Tokyo, Japon, Hong Kong, Chine et Singapour. En une décennie, il faut savoir que la croissance rapide de la Chine, on a eu une croissance à 2 chiffres, avoisinant les 10%. La croissance rapide de la Chine l'a propulsée au rang de deuxième économie la plus importante après celle des États-Unis. Ça s'est fait très très vite. La croissance de la Chine a vraiment débuté dans les années 90 et en 2 décennies, cette Chine est devenue la deuxième puissance économique de la planète. L'actualité et les bases de données chinoises sont donc très importantes. Elles sont suivies par la plupart des opérateurs et elles sont devenues des informations clés à suivre sur les marchés financiers. La session européenne, donc elle ouvre après la session asiatique, elle représente 55% du volume mondial. Pourquoi? Parce qu'elle est à cheval avec la session américaine et d'une certaine manière avec la session asiatique. Donc en fait, c'est la session la plus importante. 55% du volume mondial quotidien
dont un tiers est réalisé à Londres. Encore une fois, Londres, c'est la place la plus importante en Europe. C'est l'une des places financières les plus importantes de la planète. Il y a une tradition du marché d'échange à Londres et ça explique également l'importance de ce marché. La session européenne, elle chevauche la moitié de la séance asiatique et également, vous savez, le marché américain, il ouvre généralement à 15h30, 14h30, heure de Paris. Et donc, on a également une grosse partie de la séance américaine. Pourquoi je dis une grosse partie? Parce que c'est l'ouverture, c'est la matinée. Et durant la matinée aux États-Unis, on a énormément de volume. Et donc, effectivement, cette séance, elle est très très importante. Elle se chevauche, séance européenne, séance américaine et séance asiatique. Du fait de la taille importante des volumes de la session Europe-Londres, les mouvements de marché initiés en Asie sont souvent accentués à l'ouverture de la session Europe-Londres. D'ailleurs, on le constate pour ceux qui travaillent sur les devises, etc. Souvent, durant la séance asiatique, on a des petits mouvements, etc. Et ces mouvements commencent à accélérer à partir de 7h, 8h du matin. Et c'est là où on a de très 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 beaux mouvements qui se dessinent. La session Amérique du Nord, elle représente 20% du volume quotidien mondial. Les volumes tradés sont beaucoup plus importants puisque la session Amérique du Nord et Europe se chevauchent. Donc encore une fois, quand les États-Unis, quand New York ouvre, les opérateurs sont en train de trader sur le marché européen et d'ailleurs les yeux sont rivés sur les statistiques, sur les nouvelles en provenance d'outre-Atlantique. Les mouvements directionnels les plus significatifs ont souvent lieu durant cette période de croisement. D'ailleurs, la période qui va de 15h30 à 17h à heure de Paris, c'est-à-dire 9h30, 11h, 9h30, midi, heure de New York, eh bien, c'est là où on a de très 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 beaux mouvements, que ce soit sur le marché des actions, mais également sur le marché des devises. En matinée, des données clés sur l'économie américaine sont communiquées, c'est-à-dire des statistiques, etc. On étudiera, en dernière partie, on étudiera les statistiques économiques et on verra également l'importance de ces statistiques économiques en trading. 3. Définition et déterminant des taux de change, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet de déterminer un taux de change. C'est quoi ce qu'il y a derrière le taux de change. Donc le taux de change représente la valeur d'une monnaie exprimée en devise. Si on exprime une unité de monnaie nationale en devise, on a ce que l'on appelle la cotation au certain. C'est-à-dire, par exemple, on a 1 euro égale 1,30 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 euro permet d'acheter ou d'acquérir 1,30 $. Donc on voit ici la monnaie nationale, c'est l'euro, et elle est exprimée en devise. Donc c'est une cotation au certain. La cotation à l'incertain, c'est le prix d'une unité de devise exprimée en monnaie nationale. Donc par exemple, le GBP EUR. Donc effectivement, l'EUR, c'est la monnaie nationale. Et donc c'est le prix d'une unité de devise, donc la GBP, qui n'est pas la monnaie. C'est quoi la différence? Là, j'ai pas fait le distinguo. La différence entre une monnaie et une devise. La monnaie, c'est la monnaie du pays dans lequel on vit, dans lequel on opère, dans lequel on exerce une activité économique. Et la devise, c'est la monnaie d'un pays étranger. Donc, en France, la monnaie, c'est l'euro. La devise, ça peut être le sterling, le GBP, ça peut être le dollar, ça peut être le yen, etc. Donc ici, en l'occurrence, on a une cotation à l'incertain, c'est-à-dire qu'on a un GBP, une unité de devise qui est exprimée en monnaie nationale, à savoir l'euro. C'est ici des définitions qui ne sont pas, comment dirais-je, primordiales, mais qu'il est bon de connaître. Les déterminants du taux de change. Donc l'explication clé est sans doute dans la loi de l'offre et de la demande. C'est quoi la loi de l'offre et de la demande? C'est cette fameuse loi qui explique que lorsqu'il y a une offre beaucoup plus importante que la demande, les prix ont tendance à diminuer. Et inversement, lorsque la demande est bien plus importante que l'offre, les prix augmentent. Ça s'applique au chocolat, ça s'applique au MacBook Pro ou aux iPads et ça s'applique également au marché d'échange. Cette loi, c'est une loi universelle et c'est une loi qui fonctionne parfaitement bien. Donc sur le marché d'échange, les offreurs et les demandeurs, donc ceux qui offrent des devises et ceux qui demandent, se confrontent quotidiennement pour des raisons diverses, soit des raisons spéculatives. Par exemple, moi je souhaite acheter
l'euro. Pourquoi? Parce que j'estime par exemple que l'euro va progresser. Mais je peux également acheter de l'euro parce que j'ai des raisons de l'acheter. C'est-à-dire que par exemple, j'ai des transactions effectuées en euros et j'ai tout intérêt à acheter de l'euro pour couvrir mes positions, etc. Il y a diverses raisons, on va les expliquer juste après. Achat ou vente de biens de services, etc. Régulation automatique du marché des changes. C'est quoi la régulation? C'est le fait qu'effectivement le marché revienne à l'équilibre. Et là, on va revenir, on va faire un petit peu de théorie, mais pas trop compliqué, mais très simple. La balance commerciale. C'est quoi la balance commerciale? C'est effectivement, on va calculer les recettes qui sont retirées, par exemple, des exportations et les dépenses qui sont liées aux importations. Donc la balance commerciale, elle calcule justement les exportations de biens et de services et de biens et diminuer des importations. Une balance commerciale excédentaire, ça signifie quoi? Ça signifie qu'un pays exporte plus qu'il n'importe. Et inversement. Et à partir de là, quel est l'impact? Et pourquoi est-ce que la balance commerciale exerce un impact sur les taux de change? C'est très simple. La demande de monnaie domestique, elle est supérieure à l'offre. Pourquoi? Parce que dans ce cas, le pays exporte plus qu'il n'importe. Par exemple, la France exporte vers les États-Unis plus qu'elle n'importe. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle exporte pas mal de marchandises et elle importe des États-Unis. On est dans une situation où moi j'exporte, d'accord, des marchandises libellées en euros. Les Américains, alors c'est un exemple un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Les Américains, pour acheter les biens français, ils vont avoir besoin à un certain moment d'euros. Donc ils vont demander des euros, donc demander la monnaie domestique. Et donc, lorsque un pays exporte plus qu'il n'importe, sa monnaie va être demandée. Et le fait que sa monnaie va être demandée, qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va provoquer une appréciation du taux de change. D'accord? Le taux de change de cette monnaie le taux de change va augmenter. Et à partir de là, on va juste après étudier pour l'impact sur la régulation du marché des changes. Mais à partir de là, lorsque le taux de change va s'apprécier de ce pays, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce pays est moins compétitif. Pourquoi? Parce que ses produits sont plus chers, il va moins exporter, il va avoir une balance commerciale qui ne sera plus excédentaire mais déficitaire et son taux de change va diminuer. À partir de là, nous sommes dans une situation où le marché des changes se régule automatiquement. C'est le cas inverse lorsque la balance commerciale est déficitaire, c'est-à-dire qu'un pays importe plus qu'il n'exporte. Donc ici, on va voir concrètement ce que ça donne. Une appréciation du taux de change, ça provoque une hausse du prix des biens exportés. Donc comme je l'expliquais, régulation automatique du marché des changes, une appréciation du taux de change provoque une hausse du prix des biens exportés. Donc quand par exemple 1 euro égale 1 dollar, mais cet euro va progresser et 1 euro devient 1,30 dollars, on est dans une situation où un produit qui valait 100 dollars voit son prix augmenter, passer de 100 à 130 dollars. On est bien d'accord qu'on est moins compétitif à l'égard des autres pays, notamment des États-Unis. Donc on est dans une situation où notre compétitivité prix baisse. Cela provoque donc une diminution des exportations, puisque par exemple le consommateur américain, au lieu d'acheter un produit à 130 dollars, va en rechercher un équivalent à 120 dollars, qui est plus compétitif, d'accord? Un produit équivalent à un prix inférieur. Donc ça provoque une diminution des exportations et une augmentation des importations, puisque les Français vont effectivement considérer que il est plus intéressant d'acheter un produit moins cher de l'étranger. Et donc on est dans une situation où la balance commerciale devient déficitaire, ce qui peut provoquer mécaniquement une baisse du taux de change. C'est-à-dire que la monnaie nationale est moins demandée et la monnaie étrangère, la devise, est plus demandée, donc la monnaie étrangère. Et on est dans une situation où effectivement on va vendre de l'euro
pour acheter du dollar et donc effectivement une baisse de l'euro. Le paradoxalement, alors pourquoi on parle d'un paradoxalement? Parce que justement, on a une monnaie forte, donc l'euro est une monnaie forte, on a aujourd'hui un euro qui avoisine les 1,30, on est en septembre 2012, octobre 2012, et pourtant la balance commerciale de l'Allemagne est en permanence excédentaire. Pourquoi? Parce que justement la politique de l'Allemagne ne s'est pas basée sur les prix. Les Allemands ont compris qu'il ne fallait pas tout miser sur la compétitivité prix, mais qu'il fallait se différencier des autres. Et comment se différencier des autres? En développant une politique centrée sur la qualité, sur le haut de gamme. Il est bien plus facile effectivement de vendre cher des voitures qui sont réputées et considérées de qualité, comme les Mercedes, les BMW, les Audi, mais également Porsche, Volkswagen. Les voitures allemandes sont réputées mondialement pour leur qualité. Et donc à partir de là, on peut se permettre de vendre cher tout simplement parce que effectivement on offre de la qualité et il y a effectivement également cet effet snobisme. Lorsque c'est cher, ça m'intéresse si j'ai les moyens. Pourquoi? Parce que ça me permettra d'une certaine manière de me différencier des autres. C'est de l'économie, c'est de la psychologie. Eh bien l'Allemagne a misé sur cette stratégie et ça marche. Il y a également une spécialisation audacieuse dans les machines-outils et on a en Allemagne un tissu de PME assez grande, assez importante, un réseau dynamique, bien plus dynamique qu'en France. La parité des pouvoirs d'achat. Donc ça, c'est également, ça fait partie des déterminants des taux de change. Alors, beaucoup d'économistes critiquent la parité des pouvoirs d'achat. Pourquoi? Parce que dans les faits, les taux de change fluctuent sans se référer à la parité des pouvoirs d'achat. Mais il est important pour nous de savoir ce dont il s'agit. Alors, c'est une parité qui a été mise en évidence par un économiste suédois, Gustav Cassel, en 1918. Qu'est-ce qu'elle nous explique? Elle nous explique que dans un monde concurrentiel, c'est-à-dire qu'un monde où effectivement il y a une libre concurrence entre les entreprises, il n'y a pas de présence de l'État, il n'y a pas de lobby, il n'y a pas de subvention, etc. Donc dans un monde concurrentiel, on a un taux de change libre, c'est-à-dire un taux de change qui fluctue librement sans intervention de l'État. Eh bien, ce taux de change libre va égaliser le prix des produits importés exprimés en monnaie domestique et celui des produits nationaux similaires. C'est-à-dire que dans ce monde, si par exemple moi je veux acheter un ordinateur, eh bien le prix de cet ordinateur corrigé des taux de change sera le même où que j'aille. D'accord? Alors on est loin de ce monde parfait, de ce monde parfaitement concurrentiel parce qu'il y a encore des distorsions, il y a une préférence par exemple pour des produits locaux, bref, il y a pas mal d'éléments qui expliquent que le prix d'un produit n'est pas le même partout. Néanmoins, eh bien, c'est un résultat intéressant et certains économistes, notamment les économistes du magazine The Economist, je dirais même les journalistes du magazine The Economist, le célèbre magazine britannique, ont créé l'indice Big Mac. C'est quoi cet indice Big Mac? C'est tout simplement comparer le prix du Big Mac, le hamburger le plus célèbre de la planète, eh bien comparer le prix du hamburger le plus célèbre de la planète, qui comprend finalement des matières premières agricoles, on a du blé, on a de la viande, on a de la laitue, etc. Bref, c'est un produit qui effectivement nous permet d'avoir une comparaison assez intéressante entre finalement le prix, entre les prix dans différents pays et donc de comparer d'une certaine manière le taux de change. Donc, il y a effectivement au-delà de la parité des pouvoirs d'achat, le fait que finalement les prix ce n'est pas tout et que certains pays sont structurellement compétitifs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ces pays ne misent pas sur les prix pour être compétitifs. Ils ont compris, comme l'Allemagne, qu'ils avaient intérêt à conserver un taux de change élevé pour recevoir à volume de vente égal plus de devises. C'est-à-dire que si par exemple l'Allemagne vend 1 million de véhicules, d'accord, et que le prix des véhicules est le même, il ne varie pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, encore une fois, on peut imposer ses prix. On est price maker. On a une image de marque. On est réputé. Ce qui fait qu'on peut effectivement imposer ses prix. Eh bien, on est dans une situation, effectivement, ce pays a intérêt à conserver un taux de change élevé de manière à recevoir un volume de vente égal plus de devises. Inversement, pour un pays qui mise sur la compétitivité prix, il aura intérêt à avoir un taux de change sous-évalué. Pourquoi?
Parce que, eh bien, effectivement, pour vendre, il doit être compétitif sur le plan des prix. Et donc, ce pays aura intérêt à avoir un taux de change plus faible. Ce qui explique, d'une certaine manière, la crise en Europe aujourd'hui. Pourquoi? Un pays comme l'Allemagne a tout intérêt à avoir un euro élevé. Mais un pays comme la Grèce, pour attirer les touristes, il a intérêt à avoir un taux de change plus faible. Pourquoi? Parce que, moi, je suis un touriste américain. Je vais choisir entre différentes destinations. Et si la destination Europe est chère, parce que l'euro est cher, eh bien, je vais délaisser l'Europe pour m'intéresser à d'autres destinations. Et donc, pour un pays où la compétitivité prix est importante, on est bien d'accord qu'il faut avoir un taux de change faible. Par contre, pour un pays comme l'Allemagne, où la compétitivité prix est marginale et où le plus important, c'est la compétitivité structurelle, eh bien, effectivement, il est préférable d'avoir un taux de change élevé. Donc, vous voyez encore une fois que cette dimension parité des pouvoirs d'achat, mais surtout compétitivité structurelle, compétitivité prix, permet d'expliquer d'une certaine manière la crise actuelle en Europe. Mouvements financiers et impact sur les taux de change. Donc les mouvements financiers représentent aujourd'hui la plus grande part des transactions sur devises. Auparavant, c'était avant tout des transactions commerciales, mais aujourd'hui, on a avant tout des capitaux financiers qui vont se déplacer pour rechercher les meilleurs rendements. Et donc, par exemple, quand les taux d'intérêt vont diminuer dans un pays, qu'est-ce qui va se passer? Les investisseurs vont se retirer de ce pays, en partie, encore une fois, ce n'est pas le seul argument, mais les économistes expliquent pourquoi finalement on va investir ou se désinvestir d'un pays. Et dans ces raisons, il y a les taux d'intérêt. D'accord? Et lorsque les taux d'intérêt sont faibles, bien, à risque égal, on va se désinvestir de ce pays pour investir dans un autre pays où, à risque égal, les taux d'intérêt sont plus élevés. Pourquoi je parle de risque? Parce que on a des pays où les taux d'intérêt sont très élevés, mais où le risque est très important. Et donc, malgré les taux d'intérêt élevés, le taux de change ne va pas forcément s'apprécier parce qu'il y a également le facteur risque. Autre facteur, donc anticipation d'une augmentation des devises. Et donc, à partir de là, si moi je suis un spéculateur et j'anticipe une hausse de telle ou telle devise, eh bien effectivement, je vais l'acheter. Et inversement, on a également ce que l'on appelle des phénomènes mimétiques, de la psychologie. Tout ça, j'y reviendrai par la suite. Une interdépendance accrue entre le marché des changes et l'économie réelle. On note donc une interdépendance accrue entre le marché des changes et l'économie réelle. Le marché des changes a un impact sur l'économie réelle. Ça, on le savait. Mais il est important effectivement de revenir dessus. Pourquoi? Parce que, comme je l'expliquais précédemment, une devise forte peut dégrader la compétitivité de certaines économies. L'économie grecque, l'économie espagnole, qui mise beaucoup sur le tourisme, l'économie française. Elle peut dégrader également la compétitivité de certaines entreprises, d'une manière indirecte. On peut, par exemple, citer le cas Boeing, Airbus. Vous avez des pays émergents ou des pays qui disposent de pas mal d'argent, pétro-monarchies, et un pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, etc., souhaite par exemple acquérir un avion. Il va faire un comparatif entre Boeing et Airbus. Mais le fait que Boeing soit une entreprise européenne avec une production européenne peut avoir un impact sur la compétitivité. Ce qui explique que Boeing récemment a ouvert effectivement une unité de production assez importante aux États-Unis pour justement diminuer l'impact de l'effet change. Donc vous voyez que ça peut dégrader la compétitivité de certaines entreprises, mais que ça peut également les pousser à avoir une stratégie en conséquence, à développer une stratégie qui leur permette justement de limiter les dégâts, notamment l'effet change. Ça peut également jouer favorablement pour certaines économies. On a vu précédemment le cas de l'Allemagne. Une devise faible, elle est souvent assimilée à une compétitivité accrue. C'est-à-dire que quand par exemple un pays a une monnaie faible, eh bien il peut exporter beaucoup plus puisque ses produits sont moins chers. Cette stratégie, elle est employée par le Japon et par la Chine. Elle a été employée durant de nombreuses décennies. D'ailleurs, le Japon n'a jamais voulu avoir un yen fort. Et la Banque centrale du Japon va souvent intervenir, on le verra dans la partie consacrée à cette parité.
la parité dollar-yen, la Banque centrale du Japon va souvent intervenir justement pour empêcher le yen de s'apprécier. La crise grecque peut s'expliquer en grande partie par une monnaie surévaluée, on l'a vu précédemment. Attention, il ne faut pas négliger la possibilité d'une dégradation de la balance commerciale à court terme du fait d'une hausse du prix des matières premières. Le raisonnement, il est le suivant. On mise tout sur le fait que le taux de change ne soit pas élevé. D'accord? Donc, avoir une monnaie faible. Problème, quand on parle d'une monnaie faible, ok, on est compétitif sur le plan des exportations. Mais sur le plan des importations, si le prix des matières premières augmente, le fait que la monnaie est faible, eh bien, fait que on va importer les produits à des prix prohibitifs, et notamment l'énergie, le pétrole, les matières premières agricoles, etc. Et on se retrouve dans une situation assez délicate. Donc, en pensant aux exportations, il ne faut pas également négliger les importations. Et d'une certaine manière, la structure de l'économie. Est-ce que ce pays peut effectivement, résister face à une hausse importante du prix des matières premières? Une interdépendance du Forex avec les autres marchés financiers. Alors, j'ai toujours été assez sceptique dans, ce phénomène des corrélations. Beaucoup de personnes nous expliquent qu'il y a des corrélations entre tel et tel produit. Le problème, c'est que ces corrélations, elles peuvent fonctionner à un certain moment, mais elles ne fonctionnent pas toujours. Donc la vigilance est de mise dans l'étude des corrélations entre le Forex et les autres marchés financiers, même en présence d'un fort degré de corrélation apparent. Comme je l'expliquais juste avant, une relation peut être valable sur le long terme, mais elle sera difficilement exploitable à court terme. Les marchés financiers peuvent occasionnellement être corrélés. Exemple, vous avez des indices qui progressent. D'accord? Et quand les indices progressent, on a constaté que l'euro-dollar avait également tendance à progresser. Et on a également noté qu'une baisse des indices pouvait provoquer une hausse de l'or. Pourquoi? Parce que quand les actions baissent, du fait de l'incertitude, du fait de mauvaises nouvelles, du fait de ceci, du fait de cela, bref, quand les indices baissent, souvent l'or va prendre le relais et progresser. Pourquoi? Parce qu'effectivement c'est une valeur refuge. Mais on a noté en 2012 et d'une certaine manière en 2011 des situations où l'or diminuait en parallèle avec les indices. Donc on avait l'or qui baissait, les indices qui baissaient également. Donc on voit bien que ces corrélations ne sont pas toujours valables, d'où encore une fois l'importance de se focaliser sur le marché sur lequel on travaille. Dernière corrélation qui est mise en évidence par les économistes, c'est les indices, la hausse des indices qui s'accompagne d'une hausse des matières premières. Donc là, ça s'explique par la croissance. Lorsque les indices progressent, ça signifie également qu'il y a une économie saine, une économie en forte croissance, etc. Et donc la hausse des indices s'accompagne d'une hausse des matières premières. Alors en conclusion, je dirais il est important de connaître le comportement des autres marchés, mais il est essentiel de trader en fonction du marché sur lequel on opère. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si par exemple vous tradez l'euro-dollar, il est important de savoir ce que fait l'or, ce que font les indices, ce que font les autres paires, par exemple le dollar suisse, par exemple le GBP-USD, par exemple le dollar yen. C'est important d'avoir une idée sur les autres marchés. Mais on trade d'abord et avant tout l'euro-dollar. Donc ce que font les autres marchés, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est ce que fait l'euro-dollar. Les autres parités, ce qu'elles font, eh bien, ça va nous donner une idée sur l'évolution probable de l'euro-dollar. Point. Mais notre objectif, c'est de nous baser d'abord et avant tout sur les configurations apparentes sur l'euro-dollar.